L'intelligence artificielle rend les ordinateurs plus intelligents. Mais peut-elle nous aider à apprendre? Autrement dit, y a-t-il une place pour l'IA dans l'enseignement, à la fois pour aider les étudiants à se former, mais aussi les enseignants à partager leur savoir? C'est ce que nous allons voir dans cet échange entre Benoît Lequeux, cardiologue, praticien hospitalier au CHU de Poitiers et président de la commission numérique du Syndicat national des cardiologues, et Stéphane Lafitte, professeur de cardiologie au CHU de Bordeaux et président du cercle Cardio-IA de la Société française de cardiologie. Stéphane, tu es professeur à l'Université de Bordeaux. Quelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ton quotidien d'enseignant? Dans le domaine du savoir et de sa transmission, tu n'es pas sans savoir que l'IA présente l'avantage de brasser des millions de données en recherchant de façon optimale l'information la plus en adéquation avec la demande. Les outils de LLM facilitent l'accès aux données disponibles sur la toile à un niveau inégalé jusque-là. Les chatbots conversationnels sont de plus en plus utilisés à cette fin et se multiplient de façon exponentielle. ChatGPT, DeepSeek, Mistral, Claude en sont les exemples les plus connus. Cependant, Benoît, dans l'enseignement et a fortiori dans le domaine de la santé, il est fondamental de s'assurer de la qualité et l'authenticité de ces sources. Et c'est ce que ne permettent pas d'effectuer ces chatbots généralistes, d'où parfois des phénomènes d'erreur, voire d'hallucination qui peuvent être observés. C'est vrai que la plupart du temps, les réponses sont vraiment impressionnantes. Donc comment faire en pratique quand on a ces réponses et finalement savoir si les réponses sont bonnes? En pratique, il faut s'assurer des sources utilisées par l'IA si on souhaite s'appuyer sur les données obtenues à visée professionnelle. Pour cela, certains outils d'IA permettent de créer des environnements d'exploitation des données spécifiques, bien circonscrits, et de programmer des réponses adaptées aux questions posées. Finalement, quel usage en pédagogie? Dans le cadre de ma fonction d'enseignant auprès d'étudiants, principalement de quatrième année de médecine, sur le module cardiovasculaire, la maîtrise du référentiel de cardiologie est une obligation absolue, d'autant que la réforme du deuxième cycle impose la stratification des connaissances en 3 niveaux de connaissances, rang A, rang B, rang C, en fonction de leur importance qualitative. Et ici, l'IA est redoutable. Regardez par exemple ici où je demande ce que doit connaître un étudiant sur l'insuffisance mitrale à un niveau de rang A, à ce GPTS que j'ai créé pour effectuer cette tâche de façon spécifique. Et vous voyez qu'il liste les connaissances avec un résumé clair et particulièrement précis. Finalement, il y a vraiment un problème de précision. Et quel niveau de précision on va obtenir sur ce type de requête? Bien, tout dépend de l'énoncé de la question. Il suffit de s'exprimer et de le demander clairement. Regardez cet autre exemple. Ici, j'évalue l'IA en matière de réponse sur les signes ECG de rang A et B à connaître dans l'insuffisance mitrale pour un étudiant donc en quatrième année de médecine. Le degré de précision correspondant au référentiel est ainsi obtenu avec effectivement tous les éléments qui sont nécessaires à connaître par l'étudiant sur cette question spécifique, l'ECG de rang A et rang B dans l'insuffisance mitrale. Donc on voit que les réponses sont vraiment impressionnantes. Et finalement, est-ce qu'on peut s'en servir par exemple pour créer des QCM? Et oui, en toute logique, il possède la matière, la connaissance, et il ne reste plus qu'à effectuer un agencement de données pour créer des QCM, comme on peut le voir sur cet autre exemple, où j'ai demandé de créer 3-4 QCM correspondant à la question de l'ECG dans l'insuffisance mitrale, par exemple. Et il me donne les réponses. J'ai demandé 5 réponses potentielles, et il me donne la réponse juste. Quand on voit l'efficacité dans les QCM, est-ce qu'on peut s'en servir par exemple pour des dossiers progressifs? Oui, bien sûr, on peut pousser plus loin la possibilité de l'IA en lui demandant de créer un dossier progressif ou même des Key Feature Problems, des KFP, comme sur cet autre exemple où j'avais imaginé la situation d'un patient présentant des anomalies, une insuffisance mitrale organique, et en donnant l'âge du patient, il a été en capacité de créer plusieurs questions successives, exactement comme cela est souhaité dans le cadre d'un dossier progressif. En pratique, comment est créé ce type d'intelligence artificielle?
Alors ici, je vais vous donner un exemple qui concerne une des solutions, mais on a plusieurs intelligences artificielles qui sont en capacité donc de reproduire ces fameux GPTs, c'est-à-dire des LLM spécifiques. Donc, comme je vous le disais, j'utilise moi particulièrement la solution ChatGPT dans sa forme GPTs qui nécessite, et c'est un inconvénient, un abonnement. Mais après avoir créé un GPTs, ce dernier peut être partagé à d'autres utilisateurs également bénéficiant d'un abonnement payant. Des solutions gratuites existent également, mais pour l'instant, je ne les ai pas testées. En tout cas, voici comment fonctionne un GPTs chez OpenAI. Vous allez le voir ici, on va rentrer dans la partie programmation du GPTs, qui va me permettre de le modifier, le GPTs existant. Je vous montre celui que je viens d'utiliser à l'instant. Vous voyez la fenêtre dite de prompt, où l'on va donner les indications de fonctionnement du GPTs, et ici la zone où je vais pouvoir uploader les données dans lesquelles le GPTs va puiser, va travailler de façon exclusive, comme précisé dans le prompt. Pas besoin de savoir coder, juste suivre les instructions, et le plus précis sur le fonctionnement souhaité du GPTs. Temps de mise en œuvre pour celui-ci, moins de 30 minutes. On voit les interactions avec les enseignants. Est-ce que les étudiants pourraient se servir de ce type d'outil en toute autonomie? Oui, absolument. De la même façon qu'un enseignant va avoir besoin d'aller rechercher des informations spécifiques, bien l'étudiant également pourra aller piocher des données, des questions, etc. La problématique, on le voit bien, c'est la question de l'abonnement payant à ce type d'outil. Est-ce qu'on peut voir également d'autres applications de l'IA en pédagogie par rapport à ce qu'on a vu? Oui, car grâce aux progrès effectués dans le domaine vocal implémentés sur ce type de chatbot, nous avons pu configurer les tout premiers écosses virtuels où les étudiants interagissent avec le robot qui joue le rôle d'un patient. Et voici ici comment ça fonctionne. Donc on est sur une station d'Écosse configurée qui apparaît ici. On demande d'afficher les consignes et l'étudiant va pouvoir donc lire qu'il s'agit de telle ou telle situation clinique, ce que l'on attend de lui et ce que l'on n'attend pas, et regarder maintenant l'interaction avec l'étudiant. Vous êtes suivi par un cardiologue? Oui, j'étais suivi régulièrement. Donc ici, on voit que l'étudiant pose des questions et l'intelligence artificielle va répondre de façon vocale à l'étudiant, tout durant les 8 minutes d'Écosse, jusqu'à réaliser un débriefing à la demande de l'étudiant. On a fait des tests et on a évalué ce type de solution, et c'est vrai que le niveau de satisfaction des étudiants est excellent. Donc Stéphane, comment fait-on en pratique pour créer ce type de GPTs? Eh bien, on va pouvoir créer de façon assez similaire à la démonstration précédente. Donc, la configuration est celle d'un GPTs spécifique à une situation clinique ou une station d'Écosse donnée, comme on peut le voir sur cet exemple. Dans la partie prompt, cette fois-ci, j'ai mis un niveau très élevé de précision sur les attendus du fonctionnement du GPTs dans les interactions avec l'étudiant pour éviter toute digression incohérente. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir donner des ordres au GPTs pour pas qu'il parte dans un accompagnement peut-être un peu trop empathique qu'il aurait à tort à effectuer. Donc, il a fallu plusieurs itérations et tests pour obtenir un résultat satisfaisant sur ce type de GPTs sur une durée moyenne de 1 à 2 heures de programmation, ce qui fait quand même gagner énormément de temps dans la mise à disposition d'Écosse auprès des étudiants. Et finalement, Stéphane, en pratique, est-ce que les étudiants sont satisfaits de ce type d'évaluation? Et oui, parce que le problème des Écosses, c'est que cela nécessite pour les étudiants et pour les enseignants des interactions physiques habituelles. Ça nécessite énormément de ressources humaines au sein de nos universités, de nos fonctionnements. Et c'est vrai que là, la façon de pouvoir interagir directement avec une IA permet de s'affranchir et de démultiplier les entraînements pour les étudiants. Et c'est vrai que le niveau de satisfaction des étudiants est excellent. Nous l'avons testé par différents sondages. Finalement, on voit que l'intelligence artificielle en pédagogie sert aux enseignants et aux étudiants. Merci Stéphane. Merci Benoît. On l'a vu, l'IA est donc un outil très utile pour aider les étudiants et les enseignants. Elle s'adapte aux différents formats requis dans l'évaluation des apprentissages, QCM, cas cliniques, jusqu'à la création de véritables patients virtuels. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières pour utiliser et développer ces outils qui sont faciles et rapides à mettre en œuvre.
Néanmoins, comme pour toute utilisation de l'IA, il est fondamental de maîtriser les sources et la fiabilité des données que l'on va utiliser.